Des roues, du parquet, des contacts rugueux sur un fond de militantisme et d'inclusion, oui. Vous allez découvrir un sport 100% féminin et surtout 100% plaisir avec le roller derby dans Super Sport 3000. Frankly, my dear, I don't give a damn. Salut tout le monde. Hey Je finis essoufflé à chaque fois à la fin du générique, tellement on s'envoie Mais c'est ça. à monter sur les tables. C'est ça. On enregistre le générique et après on fait une pause. De respiration. Voilà, et après on s'y remet. Alors, bienvenue à tout le monde. Bonjour William. Salut Seb, salut tout le monde. Salut Nico. Salut Seb, salut tout le monde. On va parler aujourd'hui du roller derby. Le roller derby. Ah. Je vais commencer par vous expliquer très rapidement. Qu'est-ce que le roller derby ? Le roller derby, c'est du patin à roulette autour d'une piste, avec du contact. Et le but, c'est de marquer un maximum de points en faisant des tours de piste, en passant les personnes qui sont censées t'empêcher de passer. Oh. Première définition assez floue. Alors, disons. ce qui est rigolo, et on en parlait avant l'enregistrement, c'est que il y a des sports pour lesquels on démarre l'enregistrement, on sait à peu près de quoi ça parle. Alors là, le roller derby, je n'avais aucune idée de ce que c'était, vraiment. Et j'avais vu plein de vidéos et j'ai découvert ce sport sur le docu, sur une émission sur Netflix, une émission. J'allais dire, il y a pas une film ou une série là-dessus. Si, ça s'appelle Sport d'ailleurs, sur Netflix. Et ça présente pas mal de sports, dont le calcio storico. Ouais. Ça vous parle, là, c'est un sport florentin traditionnel. Ultra violent. ultra violent. Oui, voilà, c'est ça. C'est à base de foot, rugby et free fight. Quand tu regardes ça, c'est une catastrophe. Et il y a 2 matchs par an parce que sinon c'est trop exigeant physiquement. Il y avait ça, il y avait les Highland Games qu'on avait eu l'occasion de découvrir à l'EVG de Vincent de Canap. C'est vrai. On avait fait en soulevant des troncs d'arbres. Je sais pas si vous vous souvenez. Oui, tout à fait. Ouais. Fabuleux. Et il y avait également le roller derby en kilt avec la tenue traditionnelle. La tenue traditionnelle, rien sous le kilt. Exactement. Romain, si tu nous entends. Et on a du coup le roller derby, il y avait un épisode qui était dédié à ça, et j'ai découvert ça comme ça un dimanche. Plus vieux ou plus jeune, je sais pas. Mais let's go. Mais en tout cas, ouais, ça m'avait intrigué. Ouais, ça m'avait intrigué puisque pareil, quand tu entends roller derby, tu sais pas forcément de quoi ça parle. Et quand tu le regardes, enfin, les règles sont quand même compliquées à déchiffrer, donc évidemment elles étaient expliquées, mais même quand tu les expliques, enfin, elles sont pas simples à assimiler. Ouais, c'est d'accord. pas non plus des trucs de la NASA, hein, attention, mais c'est un sport, c'est dur à lire. Ouais, c'est un sport qui est tellement original que, enfin, t'as du mal même à te l'imaginer, quoi, en fait. Exactement. Et on va voir un peu l'historique. Enfin, ça a été, c'est arrivé dans une tradition du roller, du patinage de vitesse, etc. Let's go. Alors déjà, je te disais, c'est un sport de contact qui se pratique en patin à roulette quad. Patin à roulette quad, c'est ceux avec les 2 roues de chaque côté, et avec la petite gomme devant. Alors, William, c'est génial puisque c'est pas vraiment les premiers. Les premiers qui ont été inventés, c'était les rollers avec les roues en ligne. Bon. Et alors, et c'est ce que j'ai lu dans la page Wikipédia, que contrairement à la pensée générale, et j'étais pareil, je me disais ça fait un peu vieux truc, un peu old school comme patin. Non, en fait, c'est arrivé un peu après. Je sais pas à quel point ça a été vérifié dans Wikipédia, mais c'est ce qui est remonté. D'accord. Et donc il y a la petite gomme devant pour pouvoir freiner, tout simplement. Tout court. Exactement. Donc les premières courses d'endurance, parce que ça a démarré les patins, ça a démarré avec des courses d'endurance organisées aux US dans les années 80. D'accord. Du 19e, c'est années 1800. Ah, 1800. Sérieux ? Ah, ok, oui. Parce que je me disais, sinon c'est récent. Ouais, non, c'est bien plus vieux que ça. Ça a commencé avec des courses d'endurance, et notamment un mec qui s'appelait Victor Klauch, je sais pas comment ça se dit, C-L-O-U-G-H, bref, qui a patiné plus de 160 km sur une durée de près de 10 heures. En rond, en plus, en rond. Je sais, alors il y a pas le parcours, mais enfin je trouve ça déjà fabuleux que tu puisses faire du roller. En gros, ta compétition elle commence, tu sais pas quand elle finit, quoi. Exactement. Alors je sais même pas si c'était une compétition ou c'était pour le plaisir. Ouais, le plaisir de faire du roller, peut-être, ouais. Il adorait ça, ça devenait populaire, c'était nouveau. D'accord. Il y avait des courses de 6 jours
qui était organisé aussi en 85. Donc on a parlé dans un autre épisode du disc golf où c'est sur 4 jours. Ah oui. Là, on est sur des trucs de 6 jours et qui me semble physiquement ultra demandeur, quoi. Ouais, très très exigeant. Enfin, je veux dire, t'es en permanence en train de forcer et d'avoir un cardio qui monte un petit peu. Alors, même si c'est pas des vitesses folles. 6 jours, c'est quand même costaud. Ça, c'était en 1885. Et la hype a duré avec de nombreuses courses organisées dans tous les US entre la fin du 19e et le début du 20e. Et malgré ça, le patinage, soit d'endurance ou de vitesse, s'est pas imposé sur la scène pro, notamment à cause de plusieurs chahuts. Alors, chahut, ça va de simples égratignures malgré les protections, les coudières, les genouillères, etc. Bah, ça arrive. Ouais. Jusqu'à des mecs qui sont dead après la course de 6 jours. Là, il y a 2 mecs, dont le vainqueur, qui est décédé des suites de cette course. Ah oui, d'accord. Donc, il y a eu 2 morts après la course de 1885. D'épuisement ou de blessures ou de... Il y a pas le détail sur j'ai pas eu pas fait l'autopsie de... Non, j'ai pas fait le rapport d'autopsie du type, mais en tout cas c'est clairement évoqué que la course. Oh, le gagnant de la course est mort quelques jours après alors c'est pas drôle hein. Non. Bon, c'était il y a un moment maintenant, mais oui. Il y a prescription. Il y a prescription. Mais oui, d'accord. Donc oui. Mais en même temps, ouais, tu sais, c'est toujours ce genre d'exploit, surtout à l'époque où t'avais pas vraiment de notion de sécurité, de machin, de trucs. C'est toujours ce genre d'exploit où en fait, au début, c'est comme le marathonien, là, le premier marathon, enfin voilà, c'est des trucs. C'est au début, c'est toujours des trucs. C'est YOLO, quoi. Hein, tu sais pas comment le corps réagit. La vache. Bon, du coup, ça a forcément mis un petit coup dans l'aile du circuit pro qui n'a pas encore du tout à ce moment-là. Et alors, le terme derby, pour les bilingues, signifie course ou série de courses. Et ça a apparu, enfin, c'est la première fois qu'on a entendu le roller derby, c'était en 1922 dans le Chicago Tribune, un journal de Chicago, qui annonçait du coup des courses de roller derby. C'était la première fois qu'on entendait ce terme-là. Et rien à voir avec derby entre deux équipes de la même ville. Rien à voir. Parce que là, tu parles de course, derby. Derby, ça veut dire course ou série de courses. D'accord. Je sais pas si c'est la traduction littérale anglais-français du truc. Ouais. Peut-être. Pas assez bilingue pour confirmer ça. Tout à fait. Mais en tout cas, voilà, ça a été lancé. On n'était pas encore sur les règles contemporaines d'aujourd'hui. Ça restait des courses de roller, d'endurance ou de vitesse. Mais voilà, le nom est né à ce moment-là. D'accord. L'origine des nouvelles règles, ça date de 1937. Et ça nous vient de Leo Seltzer, qui était un publicitaire et propriétaire de plusieurs théâtres aux US, et de Damon Runyon, une journaliste, qui après avoir transformé des marathons de danse, c'était leur créneau à la base. Ah oui, d'accord. Ils ont transformé des marathons de danse en courses de roller par couple. Donc il y a eu une première transition, un marathon de danse. Ah, c'est bien, il y a des couples, etc. On va garder ces couples, on va mettre des rollers. C'est un peu la hype du truc. Ils disent, bon, ben ok, c'est bien, c'est marrant, etc. On va essayer d'ajouter quelques petites règles en plus en autorisant des contacts. Pourquoi pas essayer de se faire sortir un petit peu à base de coups de coude pour pouvoir faire sortir les gens et pimenter un petit peu tout ça. Le mec qui a inventé ça, du coup, Leo Seltzer, était pas forcément fan de cette notion de contact, mais les spectateurs adoraient. Du coup, let's go, on y va. On s'enfonce là-dedans. Il continue de faire évoluer un petit peu les règles pour aller vers 2 équipes de 5. Et du coup, ils introduisent petit à petit, et on va y venir dans le détail, les règles du roller derby contemporain. Première diffusion de télé de ce sport-là, en 1948 sur CBS. Super vieux tous ces trucs-là. Ouais, ça remonte à très longtemps, entre New York et Brooklyn. Donc voilà, c'est CBS qui diffusait le premier. Donc on se dit, c'est bon, le truc est lancé, il y a la hype du roller, on a réussi à avoir des règles qui se tiennent, etc. C'est diffusé à la télé, sauf que finalement ça va un peu dépérir et le sport va connaître un déclin dans les années 60 à 85. Et en 85, du coup, ils se disent, c'est bon, on va se relancer. Ils réussissent à trouver quasiment un accord avec la chaîne ESPN, qui est le plus gros diffuseur de sport aux États-Unis, mondialement même. Et finalement, ESPN, alors, le nez creux ou pas, enfin, si, le nez creux pour moi, mais ils choisissent plutôt de diffuser la NFL à la place du roller derby. Quand on voit les scores du Super Bowl aujourd'hui, qui est un des événements les plus regardés au monde. Bon. Ouais, a priori, ils ont eu le nez creux. A priori, ils l'ont eu, Coup dur pour Guillaume. Et du coup, jusqu'aux années 2000, c'est un sport qui reste un peu
peu pratiqué. Enfin, on entend peut-être moins parler. Le roller reste quelque chose de très utilisé, mais avec un peu moins de hype. Et le roller derby, au sens contemporain du terme, s'efface un petit peu jusqu'aux années 2000, où des Américaines décident de créer la Bad Girl, ou la Bad Girl Good Woman Productions, BGGWP, au Texas, pour relancer ce sport. Donc on a passé une grosse période de disette entre 60, depuis 1960 jusqu'au début des années 2000. Alors sachant qu'avant le début des années 2000, moi je faisais un peu de roller. Ah. Donc il y a eu ça aussi quand même. Roller contact? Non, pas du tout. Dans la rue en face de chez moi et c'est tout. Plutôt de l'endurance quoi finalement. De l'endurance, tout à fait. Plus ce type-là de. J'en ai jamais trop fait, je crois, du roller. C'est un truc 10-15 ans quoi. Ouais, c'est ça, c'est un truc de bébé quoi. Enfin, en tout cas à l'époque, on en faisait comme un truc de bébé quoi. Ouais, je pense que j'étais très mature, très très jeune, je pense. Je pense que c'est ça, BTHPI. Avec tout ce que ça. Avec tout ce que ça implique en termes de roller. Non, c'était juste que mes parents n'avaient pas les moyens de m'offrir une paire de roller. Oh là là, c'est bon, à chaque fois tu nous l'as fait. Ça. Désolé d'avoir une enfance difficile, hein, on n'est pas tous nés avec une cuillère en or dans la bouche. Donc pourquoi j'ai évoqué dans l'intro, je disais que c'était sur un fond de militantisme et d'inclusion. Donc effectivement, ça, c'est un sport qui véhicule ces valeurs-là. Quand on regarde le roller derby, même si ça a été, c'est devenu mixte, on va y revenir un petit peu. C'est un sport qui est très féminisé, majoritairement avec des équipes de femmes. Ouais, en tout cas, toute la notoriété de ce sport s'est fait autour de la pratique féminine. D'accord. Et notamment l'émission sur Netflix Sport d'ailleurs ne parle que des clubs féminins. Mais du coup, c'est parce que tu disais c'est une association de femmes qui a monté leur propre. Exactement. Et c'était aussi pour contrer d'autres choses. C'était influencé par le féminisme, principalement aussi en réaction au conservatisme et puritanisme, qui voudrait que la femme soit au monde sportif une espèce de faire-valoir masculin. Ah oui. C'est quelque chose, c'est des choses qui sont encore... même aujourd'hui encore, malheureusement, hein, bien sûr, ouais. Mais voilà, pour contrer un petit peu cette image-là, non seulement ils ont voulu lancer ce sport-là, qui est un sport quand même de contact, on n'est pas sur la danse ou des mauvais clichés qu'on pourrait avoir sur des sports féminins. C'est pour ça c'est étonnant que pour ce type de sport à contact, ce soit plutôt féminin, comme tu dis. Étonnant, plus trop aujourd'hui. Ouais, mais à l'époque, oui, à l'époque, c'était quelque chose qui était vraiment nouveau, je pense. Bah ouais, c'est ça, ouais, carrément. Alors d'autant que et encore une fois, c'est pas une super image, mais à l'époque, justement, tu parlais de NFL, il y avait, quelque part, le sport féminin, c'était le football américain en petite tenue, quoi. Le lingerie en lingerie, le lingerie foot, tu vois, c'était vraiment... Ou les pom-pom sur le bord de terrain. Ou les pom-pom sur le bord, tu vois, donc c'est vraiment, c'était une image ultra, très dégradante, quoi, tu vois, c'était vraiment pas... Donc du coup, là, elles se sont dit... Elles voulaient porter ce message, et pour le traduire un peu aussi, elles se mettaient dans des tenues un peu punk, un peu rock, pour casser un peu l'image déjà kitsch du roller des années... c'est vrai qu'il fallait, parce que pour le coup, je pense que... Mais moi, roller, je vois les grosses choucroutes sur la tête des années 70. C'est ça. Hein. Moi, c'est ça que je vois avec le roller. Hein. Moi, ça me fait penser, à chaque fois, ça me fait penser à ça, mais Netflix, donc la série Stranger Things, dans la dernière saison, où cette tu scène vois... absolument gênante. Ah non, c'est l'enfer. Elle est infernale, cette scène. Mais ça me fait penser à ça, tu vois, une espèce de grosse patinoire. Du coup, t'as tous les jeunes... un peu branchés qui font du roller sous fond de musique, avec un vieux DJ, avec la bonne musique de ces années-là. Moi, ça me faisait vraiment penser à ça. Donc, on est très très kitsch dans le style. Donc voilà, pour enlever cette image kitsch, et aussi du coup cette image de pom-pom un peu sex symbole et typique symbole du faire-valoir sportif masculin, dont on discutait juste avant. Donc voilà, elles veulent casser un peu cette image-là, et on reste sur des tenues assez punk, assez rock. Pour pouvoir montrer que c'est quelque chose d'un peu différent, et pour porter ces valeurs-là. Donc, le roller derby contemporain est désormais un sport international, avec des ligues partout dans le monde, Europe, Amérique du Sud, Australie, Asie, et du coup à prédominance féminine. D'accord. Un sport qui est devenu mixte depuis, on va voir dans les compétitions principales. On a aussi des hommes, on en parle moins, et on en parlera volontairement moins dans cet épisode. Bien sûr, ouais. Mais ça c'est devenu aussi un petit peu mixte. C'était déjà le cas avant, hein. Mais il s'est resté un sport mixte avec tout un tas de
tout un tas de divisions et de ligues à travers le monde. On comptait, je crois, je sais plus si je le dis après, mais 1250 ligues autour du monde. D'accord. Principalement dans les pays anglophones. Et en France, évidemment. C'est arrivé en 2009, sous la houlette de la FFRS, Fédération Française de Roller et de... Sport. de sport de skate, de manière générale. FFS. La Fédération Française de Sport. de sport de manière... DMG, de manière générale, voilà. Donc Fédération Française de Roller et de Skateboard. Ah d'accord, ok, oui. Deux sports assez liés, du coup, en tout cas, qui sont regroupés dans la même fédé. Et on a notre championnat de France de roller derby, avec plusieurs divisions, féminines et masculines, dont la Ligue Elite, composée de... Est-ce que vous avez des villes, vous pensez un petit peu... Chez nous, en France ? Chez nous, en France, oui. Saint-Étienne. La Ligue Elite. Paris, Saint-Étienne, non. Paris, évidemment. Alors, il y a des villes que je ne connais même pas, je serais incapable de placer sur une carte. D'accord. Désolé s'il y a des gens qui nous écoutent de là-bas. Est-ce que c'est localisé, comme le kinball était localisé en Bretagne ? Est-ce que j'allais dire sud-ouest, peut-être ? Au-delà des villes que je ne connais pas. Oui. Un petit peu, on va dire localisé ouest. D'accord. Ah bah encore. Donc Bordeaux, encore la Toulouse. Bretagne, encore le. Ouais. Non, sud-ouest peut-être même, non plus. Oui, on monte jusqu'à Bordeaux. Ouais, on a Bordeaux, alors, très 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 haut sur le. Tout à fait. Donc oui, on reste côté sud-ouest. On a Toulouse, on a Mérignac. Donc Paris, on le disait. Nantes, donc on n'est pas trop sud-ouest, non. Ouais. Proche Bretagne, presque Bretagne. Carrément, ouais. Bretagne peut-être. je sais jamais dire. Mais ne dis rien, c'est mieux. Je veux pas me tirer les foudres. C'est ça. C'est pire qu'Israël-Palestine comme débat. Je veux pas aller là-dessus. Non, faut pas. Et on a aussi du coup Orsay, au RCET. Je ne sais pas où c'est. Ah bah pas du tout. J'ai pas cherché. D'accord, ouais. Et l'homme, LO2ME. D'accord. Les Bad Bunnies de l'homme. Les Bad Bunnies de l'homme. Les mauvais lapins. Trop drôle. Du coup, les champions en titre donc du championnat de France 2022, c'était la Nothing de Toulouse. D'accord. Qui a fini premier l'an dernier. Et on a quand même, pour rester encore plus local, puisqu'on est dans ce magnifique village d'Opio. Bien sûr. On a le club de Nice qui est en National 2. D'accord. Donc on a la ligue donc on a carrément Elite. 2 ligues. Ouais. Élite, National 1 et National 2. Ah putain, d'accord, ouais, nickel. National 2 qui est la 3e division. Et pour monter dans une ligue supérieure, il suffit pas seulement de finir premier, c'est le cas au rugby notamment. Alors au basket, il y a pas plusieurs ligues, mais t'as les playoffs. Entre les... Et deux fois et après, t'en as des plus petites des ligues aussi, ou c'est la plus basse tu dois avoir peut-être des petites ligues départementales ou régionales. Ouais, peut-être. Tu dois peut-être avoir des choses plus locales. Putain, mais c'est déjà un sport du coup qui a du monde qui le fait quoi. Il y a une structure en place. Et ça se fait dans quoi du coup? Parce que c'est un terrain spécifique en France, il n'y a pas des rollers. Ah si, peut-être si, les circuits de vélo, c'est trop grand. Bah, c'est trop grand. C'est des trucs quand même très spécifiques. J'ai du mal à voir comment ça peut être. En fait, t'as deux types, on va y revenir après, mais t'as deux types de terrains. T'as des terrains vraiment plats. Et t'as des terrains un petit peu surélevés. Oui, d'accord. Comme une piste de vélo. Voilà, comme on le voit dans les Et vélodromes, la taille, c'est plutôt comme une patinoire ou... La taille, c'est à peu près 0,9 terrain de handball. Donc c'est, je vais le retrouver. J'avais prévu d'en parler un petit peu après, mais je veux au moins vous donner cette info-là. Donc c'est en pied, puisqu'il l'évoque en pied. Hein, c'est. De toute façon, c'est les sports américains. Anglo-saxon. Donc 75 pieds de large sur 108 pieds, soit 23 mètres sur 33 mètres environ. D'accord, ok, oui, ok. Ah oui, donc c'est plus petit que les pistes de vélo, du coup, pour le coup. Beaucoup plus petit que les pistes de vélo, complètement. Ouais. D'accord. Donc, ouais, je vois mal comment ça peut être, sur un gymnase endroit, mais tu mets tes installations que tu montes et démontes. Si t'es sur des terrains plats, tu prends un gymnase classique de basket, handball, etc. Tu te fais tes pistes, avec les bonnes dimensions et tu peux l'adapter de cette façon-là. Okay. J'imagine que c'est un peu comme ça qu'ils s'en servent. Dans des petites ligues, quoi. Voilà, dans les plus petites ligues. Et donc Nice, juste pour terminer l'histoire sur Nice. Oui, tout à fait, vas-y. Qui est en 3e division, National 2, a fini 2 fois d'affilée premier de sa poule et 2 fois d'affilée a perdu les playoffs, donc est resté en National 2. D'accord, ok, purée. Triste. Bon voilà, on désespère pas sur le fait qu'ils réussiront enfin à accéder à l'état supérieur. Allez, go Nice à la bella. C'est comme ça qu'on dit, non? Bah ouais, je pense. Il y a pas de raison, ils le disent pour tous les sports. Même pour des trucs qui ne sont pas du sport. Alors. Ouais, absolument.
Donc, décembre 2010, dans 2009, le sport est arrivé en France. Ouais. On fait un petit détour de ce qui se passe sur la France. Et en décembre 2010, la Fédération internationale de roller sport, qui est une filiale du CIO, Comité international olympique, reconnaît le roller derby comme un sport légitime. D'accord. On n'en est pas encore à ce que le roller derby soit un sport olympique, mais en tout cas, c'est reconnu en tant que sport légitime par le CIO. Ouais. En 2013, je disais 1250 ligues autour du monde. Et en 2017, le roller derby fait partie intégrante de la première édition des World Roller Games. Un petit peu comme on évoquait sur le frisbee avec l'ultimate, le disc golf, etc. Les World Roller Games. Des exhibitions de roller, du freestyle et tout. Ouais, t'as du patinage de vitesse, t'as de l'endurance, t'as du roller derby. T'as du freestyle, j'imagine, des sauts, des figures, des trucs comme ça. Certainement. Ce serait beau à voir. Ce serait stylé, ouais. J'ai pas le détail de tous les sports qu'on a dans le World Roller. Bon, en tout cas, ça s'intègre là-dedans et ça vient se mêler un petit peu à toute la liste des sports en roller, pardon. Et depuis 2011, on a une Coupe du Monde de roller derby qui est organisée tous les 3 ans chez les femmes. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'elle est organisée tous les 2 ans chez les hommes depuis 2014. Ah oui. Donc, je comprends pas pourquoi on a un décalage. Autant synchroniser le truc. Ben ouais. Donc, ok, tu démarres plus tard, mais tu essaies de te rattraper sur les dates. Ouais. Surtout qu'on est sur un sport qui est normalement féminin, dominance féminine, et tu te retrouves à le remettre à le remasculiniser, quoi. C'est un truc de ouf, quoi. Putain, mais triste, mais ma foi. Donc c'est une compétition qui est largement dominée par qui? Les États-Unis. Indeed. Ils ont remporté les émissions 2011 et 2014 côté femmes. On parlera un petit peu plus tard quand on se rapprochera du terrain de l'édition 2018, qui nous réservera peut-être des surprises. Et les 3 éditions masculines, donc 2014, 2016 et 2018, ont été remportées également par les États-Unis côté hommes. Donc, c'est encore une fois, grosse dominance complètement états-unienne. Donc finalement, je sais pas si c'est une bonne chose que ça rentre dans les sports olympiques. Oui, parce que de toute façon, encore leur apporter des médailles. Ils en ont largement assez. Bon, juste là, que les Asiatiques se mettent à en faire aussi et qui réussissent à tout rafler derrière. Non, ce qu'il faudrait, c'est la pétanque. C'est la pétanque aux Jeux Olympiques. Oui ou non? Non, mais attends, j'ai raison. Le loto. aux Jeux Olympiques. On a animé un loto avec William et Nicolas devant 800 personnes. Ouais, quand 800 même, personnes pour faire non pas la promotion de Super Sport 3000. Non, malheureusement. On aurait pu. Malheureusement. Mais pour une association... Voilà. Une très belle association. Je vais quand même refaire mon petit instant culture pop. Ouais. J'avais fait comme t'avais fait pour le Slam Ball. Ouais. On avait parlé du retour vers le futur et le fait qu'ils avaient inventé le sport avant sa sortie, le nom du sport avant sa sortie tout au moins. Le roller derby a eu aussi le droit à plusieurs apparitions et il y a eu un film dédié en 2009, qui s'appelle Bliss et qui a été réalisé par Drew Barrymore. Ah oui, d'accord. Donc plutôt de l'autre côté de la caméra, habituellement. Tout à fait, ouais. Et qui raconte du coup les aventures d'une adolescente texane qui, plutôt que de faire des concours de beauté, décide de rejoindre une équipe féminine de roller derby. Donc là aussi, on est un peu dans ce... Je casse le... tu casses l'image. L'image de ce que tu peux faire normalement quand t'es une fille au lycée. Et voilà, on reste dans ce contre-pied un peu rafraîchissant dans ce film-là. Dans le film, on retrouve Jimmy Fallon. Ah oui. Ouais, je savais même pas qu'il avait fait des films en tant qu'acteur. Donc l'animateur de The Tonight Show. Et Elliot Page. Ah oui. Ça vous parle, Elliot Page? Bien sûr, Pour ceux qui regardent Umbrella Academy. Umbrella Academy, alors, Inception. Du coup, j'ai découvert son histoire à Yale, du coup. Bah non, à lui. Il a carrément changé. Alors, c'est pas ce que j'ai compris en lisant le truc. Ah d'accord, bah vas-y. Avant, c'était Ellen Page, et elle avait joué dans X-Men à l'époque, c'est comme ça qu'elle avait été assez connue. Elle a décidé de devenir non-binaire. Ah d'accord. De ce que j'ai lu, alors peut-être qu'il y a des choses différentes. Donc voilà, en tout cas, on a aussi eu le film sur le roller derby. Je sais pas à quel point il a marché, j'ai pas regardé les entrées, mais on retrouve un petit peu cet esprit à la fois sur les valeurs et à la fois sur quel est ce sport-là. Donc on le découvre aussi à travers ce sport. Les règles. Ben oui. On y vient. Comment ça se joue? Ça se joue avec plein de règles. Il a fallu quelques lectures de vidéos avant de bien les comprendre. Et je vais essayer de vous expliquer le mieux possible. Il y a peut-être des subtilités que j'ai pas encore. Ouais. J'en ai pas regardé non plus 120 des matchs. Non, mais bon.
Mais j'ai essayé de recouper un petit peu toutes les infos pour essayer de clarifier un maximum, et il y a des pages et des pages de règles. D'accord, putain, d'accord. Donc, la piste, on a évoqué un petit peu plus tôt, donc il fait 23 mètres par 33 mètres. On a une piste qui est de forme oblongue. Oui, d'accord, ouais. Oblongue, ça vous parle parle ou quoi? Ovale, oui, pas non. tout à fait, parce que c'est droit, ovale avec des... comme des circuits de des course, angles. quoi. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, avec des angles arrondis sur le côté. Je peux pas dire ovale. C'est pas ovale comme je peux pas dire ovale, ouais. Ouais, voilà. Bon, il y a on a l'image sous les yeux, mais au-delà d'être oblongue, il y a aussi quelques arrangements dans les angles pour éviter qu'en sortie de virage, elles sortent de piste. Ah putain, oui, que tu t'éclates la gueule. Donc c'est pas tout à fait linéaire, on va dire, ni symétrique d'ailleurs comme piste. Mais en tout cas, voilà, c'est une piste avec le terrain avec une piste dans laquelle les gens sont amenés, enfin les joueuses sont amenées à courir. Au centre, on a également une piste dans laquelle se tiennent certains arbitres, et autour, on a également une zone de sécurité dans laquelle se tiennent d'autres arbitres. Il y a un nombre d'arbitres qui est incalculable. Je vais vous le détailler après. T'as des vitres un peu comme le hockey ou pas du tout? Non, t'as pas de vitres, non. Tu sors de piste. Il y a une sorte de mur 1 mètre de haut en mode tu peux te faire éjecter. Heureusement que non, parce que je pense que tu pourrais avoir des... Non, mais tu pourrais te faire découper surtout. Ouais, c'est pas tellement éjecté, il a raison. C'est découpé. Ouais, tu peux te faire très très mal. Mais là non, c'est une piste avec, c'est juste des plots, quoi. T'as juste des plots, quoi. D'accord. Okay. Même pas des plots, c'est juste des limitations au sol, comme tu le retrouves au handball, au basket, etc. Juste une ligne, quoi. D'accord. Okay. Et oui, encore une fois, heureusement, et quand on sort de la piste, on n'a plus le droit. On va venir au rôle, mais quand on sort de la piste, on n'a plus le droit ni de marquer des points et de passer des joueurs, ni de bloquer quelqu'un qui est sur la piste. Quand t'es hors piste, t'es hors jeu, quoi. D'accord, ok. Et tu peux être pénalisé si tu fais des actions en étant hors piste. Oui, d'accord, oui, bien sûr. Qui pourrait gêner le bon déroulement de la partie. Donc, autour de la piste, donc j'ai parlé de la zone de sécurité qui fait 10 pieds, et donc 3 mètres encore de large. On a parlé des rollers un petit peu plus tôt, on connaît les spécificités du terrain. Maintenant, on va parler de jeu. Alors, un match dure 60 minutes. Ok. Décomposé en 2 mi-temps de 30 minutes. Décomposé en jam, comme ça se nomme une manche, finalement. D'accord, ok. De 2 minutes maximum, le maximum est important, on va revenir dessus, séparé par 30 secondes de récup. Ah, ok, d'accord. Donc, dans une mi-temps, t'as plusieurs jams de 2 minutes, et si à la fin d'un jam, t'as moins de 2 minutes restantes dans la mi-temps, fin de la mi-temps. D'accord, ok. Il faut qu'il y ait au moins 2 minutes, 2 minutes pour démarrer pour démarrer un jam. Le but, pendant ces jams, pour les deux équipes, est de marquer un maximum de points. Comment, me direz-vous? Aucune idée. Dites-moi comment. Comment Sam? Tout simplement quand le jammer, la jammeuse, franchit une bloqueuse. On marque un point de cette façon-là. On va donner un petit peu plus de détails parce que c'est quand même plus compliqué de ça. Ouais, j'ai l'impression que... Chaque équipe est composée de 15 joueuses. Et il y en a 15 maximum 15, 15 joueuses. Ça reste un sport quand même qui est un peu à la manière de beaucoup de sports américains, où il y a beaucoup de rotation. Ah oui, d'accord, ouais, où ça change beaucoup, ouais. Alors t'as pas d'équipe offensive et défensive, tu peux le retrouver en NFL. Malgré tout, ça reste un sport exigeant, et courir pendant 30 minutes pour une piste avec des contacts, etc. Bon, c'est quand même quelque chose qui peut être costaud et qui peut vite faire monter le cœur. Donc 15 joueuses en tout par équipe, 5 sur la piste par équipe, maximum par jam, avec, dans la décomposition des rôles, une jammeuse. Jammeuse, on la reconnaît, on va le voir après, c'est celle qui a sur son casque deux petites étoiles de part et d'autre. D'accord. On la reconnaît comme ça. C'est la seule qui peut marquer des points. Ok. On a 3 bloqueuses qui doivent bloquer la jammeuse adverse et aider la leur. Ah, parce que, voilà, c'est ça. T'as pas une équipe qui attaque et une équipe qui défend. Les deux attaquent tout le temps. Exactement. D'accord. Sur la piste, là, tu attaques et tu défends. En même temps. Okay. La jammeuse, elle peut défendre aussi, j'imagine, du coup. Non. Enfin, non. Elle peut pas bloquer. La jammeuse. Elle doit vraiment. Ah oui, elle doit. C'est pas dans l'intérêt et dans la stratégie de toute façon. D'accord, ok. En fait, on va voir pourquoi c'est pas dans la stratégie ensuite. Okay. Puisque t'as une gestion du chrono. La jammeuse peut avoir une gestion du chrono. Qui fait qu'elle n'a pas besoin de bloquer si elle veut arrêter ou empêcher l'autre de marquer des points. Donc une jammeuse, 3 bloqueuses et un pivot. C'est celle qui a une bande unie
sur le casque. D'accord. Donc sur leur casque, ils ont des espèces de petits surcasques pour pouvoir marquer les rôles. Donc c'est un peu la stratège du groupe, capitaine de Jam, qui est souvent queue de peloton des bloqueuses et qui peut aussi devenir jammeuse en cours de jam. On ne peut jamais avoir plus de une jammeuse dans un jam, mais on peut en changer. Quoi. Et comment elles font? Elles changent leur chapeau? Hop, on enlève le petit capéo. Oh, ah ouais, ça je te le donne, c'est à toi. D'accord. Attends, du coup, il y a 5 joueurs, c'est du 5 contre 5. C'est du 5 contre 5. Une équipe, c'est 15 pour rotation. Oui, d'accord. D'accord, non, parce que là, je voyais 15 contre 15 sur la piste. Ouais, c'est un coup à se casser la gueule. Ça avançait pas trop, là. Ça peut faire beaucoup. Tu fais un mur, finalement. À 15, tu fais un mur, et puis voilà, personne ne passe. Oui, tu peux faire un mur, parce qu'il y a certaines parties du corps dont tu peux te servir, et certaines autres parties du corps dont tu peux pas te servir. Donc, un mur est plus ou moins possible, mais si elles étaient 15, effectivement, ça aurait été possible. Donc une jammeuse, 3 bloqueuses et un pivot. Une pivot. Donc on démarre un jam comment? Avec la formation du pack. Les bloqueuses et pivots se tiennent à une distance maximum de 3 mètres. Donc une espèce de gros pack, c'est pour ça qu'on l'appelle le pack, d'ailleurs the pack. Et les 2 jammeuses se tiennent derrière, prêtes à démarrer. Donc ça, sur le démarrage, c'est comme ça que ça se passe. Les 2 équipes, du coup, attaquent et défendent pendant le même jam, on l'a bien dit. L'arbitre siffle, le début du jam. Et le premier objectif des jammeuses, c'est de passer les 4 bloqueuses. Donc elles partent de part et d'autre de la piste? Du même côté. Ah, c'est-à-dire top départ sur la même ligne, sur le même sens, sur la même ligne. Ok. Dans le même sens. Donc le but, c'est déjà de réussir son initial pass. L'initial pass, c'est réussir une première fois à passer les 4 bloqueuses. 3 bloqueuses plus le pivot. Quand tu l'as fait une première fois, tu ne marques pas de points, mais tu deviens lead jammeuse. Okay. Lead jammeuse, c'est ultra important parce que tu as le contrôle du chrono. Okay. C'est-à-dire que quand tu es lead jammeuse, tu peux décider à tout moment d'arrêter le jam. D'accord. On va voir pourquoi stratégiquement c'est intéressant. La première qui arrive à faire ses 4 passes devient la lead. Exactement. Ok. Et l'autre n'est pas lead jam, elle peut marquer des points aussi. Et en fait, c'est pas, les jammeuses, elles commencent un peu derrière toutes les bloqueuses. Donc voilà, c'est ça, vu qu'elles démarrent. Elles doivent passer le pack. Okay, et une fois qu'elles ont réussi à passer le pack, si c'est la première des deux à le faire. Du coup, ça se traduit que t'as les bloqueuses qui avancent, poursuivies par les jammeuses qui essaient d'avancer plus loin. C'est de les doubler, ouais. C'est plutôt les bloqueuses qui restent au milieu, dans le pack, au début, et les jammeuses qui essaient de passer au milieu pour pouvoir dépasser le pack et réussir l'initial pass. D'accord, ok. Donc t'as plusieurs techniques, on va le voir après dans les zones de contact pour la jammeuse et pour les bloqueuses, mais t'as plusieurs techniques pour éviter qu'elles passent. Mais enfin voilà, elles sont le pack est positionné, ne bouge pas trop au démarrage, au début, en tout cas. Après bon, ça s'écarte un petit peu dans la piste. Mais voilà, une fois qu'elle a passé, la première est passée, a passé les 4 bloqueuses, lead jammeuse et gestion du chrono, elle peut arrêter le jam à tout moment en faisant ce geste-là, qui n'est pas du tout visible pour vous, mais en mettant du coup les 2 mains sur les hanches en faisant ça 2-3 fois. Genre je suis pas content. Dire, non, on arrête ça suffit. On arrête le jam. On est mort du jam. C'était la meuf qui était en train de jouer, qui avait inventé les règles, qui dit elle en avait marre, on arrête le jam. On arrête le jam. C'est moi qui invente les règles, ce que je veux. Et voilà, elle était là qui arrêtait la pause. Non, j'ai dit non. Donc elle peut l'arrêter. Alors pourquoi elle l'arrêterait? C'est juste que une fois que t'as passé l'initial pass, chaque bloqueuse que tu vas passer va te rapporter un point. Ah oui. Donc en fait, tu viens de les passer les bloqueuses. Mais tu refais un tour du coup. Tu les passes une première fois. Ok, donc chaque piste en cercle. Mais elles avancent pas les bloqueuses? Elles peuvent, selon la stratégie, avancer, mais il faut qu'elles restent. Elles sont plus ou moins à l'arrêt, quoi. Elles vont pas, en fait. D'accord, ok. Les règles de contact ne te permettent pas de courir derrière la meuf. Oui, voilà. Pour moi, tu l'as dû. Ah oui, non, pour moi, c'était une course constante en mode, je vais la rattraper. Non. Donc les bloqueuses, elles sont plutôt à un endroit, elles se sont positionnées là. Et la jammeuse va essayer de passer. Faut l'empêcher de passer, quoi. La ralentir le plus vite. Une fois qu'elle a fini son premier tour. Après, t'as des organisations un peu différentes. Des fois, elles se mettent 2 ensemble, des fois 3 ensemble. En ligne ou entre,
elles se tiennent d'une certaine façon, elles peuvent pas le gêner exactement comme elles veulent, elles peuvent pas l'attraper. Donc du coup, en fait, finalement, sur la piste, en pleine game, t'as tout le temps finalement que la jammeuse qui essaie d'avancer le plus possible, mais par contre, les bloqueuses restent plus ou moins au même endroit, le pivot aussi. Et ça bouge un peu, parce que quand t'as du contact, t'avances forcément, un peu sur la piste, sûr. ça se désolidarise un petit peu. Et la pivot, elle fait quoi en attendant? Elle reste plutôt avec les bloqueuses? Elle fait partie des bloqueuses. Elle fait partie des bloqueuses. Et c'est juste que là, à un moment, blocage numéro 1, elle peut changer de chapeau avec la jammeuse. C'est ça la pivot. Elle peut changer de chapeau. Elle peut changer. Okay. Ça se fait pas trop. Tu l'as peut-être pas vu. Si ça se fait, peut-être parce que elle réussit pas à passer ou. Et du coup besoin d'un changement un peu stratégique. D'accord. Alors, je sais pas dans la méta, disons, comment c'est utilisé en soi, mais en tout cas, ça laisse cette possibilité-là. Okay. Donc, pour en revenir fin de l'initial pass. À chaque fois qu'on passe une bloqueuse, du coup, on marque un point. Et ce qui est intéressant, du coup, quand on est dans lead jam, c'est que une fois qu'on a passé tout le monde et qu'on marque des points à chaque fois, potentiellement l'autre est encore bloqué derrière et ne peut pas marquer de points. Ouais, donc du coup, en fait, tu peux potentiellement même aller repartir pour un deuxième tour et même un troisième tour. C'est le but. En fait, essayer de marquer un maximum de points pendant que l'autre est bloqué. Et à un moment où tu vois qu'elle va commencer à s'en sortir ou inversement, elle a mis un point, tu dis stop. Ouais. Après, ça peut apporter de la stratégie. Si toi t'es bloqué, si toi t'es bloqué, en fait, tu fais ton premier tour, t'es bloqué, l'autre elle commence à partir. Exactement. Tu dis non, stop. Exactement. Ouais, d'accord. Donc en fait, t'as le lead est très important. Le lead. Plein de stratégies différentes et tu gères le chrono et la fin du jam. Donc tu peux, en fonction même du score de la partie avant le début du jam, tu peux gérer ton truc. Tu dis j'ai plus qu'un point à marquer et normalement on devrait être à l'abri. Au début, donc tu le gères un petit peu comme tu veux. Mais c'est un avantage considérable. Ouais. Bon à savoir d'ailleurs, on parlait des changements de pivot. Si on change la lead, si une jammeuse change et donne son rôle au pivot, elle perd le lead jam. D'accord, ok. Et elle perd également le lead jam si elle est pénalisée. Donc si tu prends une pénalité, tu perds aussi ton avantage de lead jammeuse. Alors, il y a plusieurs pénalités possibles. À chaque fois, il y a plusieurs tout. C'est très... C'est très normé, c'est marrant. Hein. Ouais. Mais c'est ce qui rend... Alors, à la fois ce qui rend ça intéressant et parfois illisible. Et parfois compliqué à suivre, ouais. Donc, il y a plusieurs pénalités possibles. La plupart tournent quand même autour de la gestion des contacts. Donc, comme on le disait, t'as pas le droit de te plaquer, t'as pas le droit d'envoyer des gros coups d'épaule pour te faire sortir de la... Enfin, si, à la limite, les coups d'épaule, tu peux. En tout cas, c'est pas interdit. Mais pour pouvoir arrêter la jammeuse, tu peux utiliser toutes les parties du corps au-dessus de la mi-cuisse. Donc, tu prends la cuisse, mon milieu, tout ce qui est au-dessus, tu peux t'en servir. D'accord, okay. D'accord. Les fesses, par exemple. Le cul. Ouais. Oui. Cul. Du coup, oui. Mais pas des tacles, en fait, des croche-pieds, des tacles, au final. Non, tu peux pas te jeter. Et tu ne peux pas non plus te servir des avant-bras, des mains et de la tête. D'accord. Donc le corps, du coup, pas partenir une personne. Voilà, ouais. Ok. Et tu peux pas non plus utiliser les coudes dans le blocage ou t'en servir pour accrocher un adversaire d'un bras ou d'un coéquipier pour te lier. Tu peux pas non plus te servir des coudes de cette façon-là. Concernant les zones sur lesquelles on peut effectuer un blocage, on a parlé des zones avec lesquelles on peut... On peut pas bloquer. Non, pardon. Les zones sur lesquelles on peut être bloqué, plutôt. Là, on a parlé des zones avec lesquelles on peut bloquer. Oui. Et les zones sur lesquelles on peut être bloqué, c'est les mêmes, avec le dos en plus. Donc, on n'a pas le droit d'aller toucher le dos de la personne qu'on veut bloquer. D'accord, ok. Parce que, ça peut être une mauvaise idée. Ça évite quelques séances d'ostéo, notamment. Effectivement. C'est toujours bon à prendre. Et donc, si on ne respecte pas ces règles-là... On a une pénalité. Bim, pénalité. Ok. Les blocages, ce que je disais tout à l'heure, ne peuvent être réalisés uniquement par des gens sur la piste. Oui. Donc si tu as été sorti de la piste dans un contact, tu t'es fait éjecter, t'as pas le droit de bloquer, sinon, pénalité. Mais pour tout le jam, du coup, ou tu rentres et... Tu peux re-rentrer. D'accord. Ah oui, d'accord, c'est ce que j'allais te demander. Donc si tu te fais sortir de la piste par un blocage ou quoi, tant que t'es dehors, tu peux rien faire. Par contre, tu peux complètement rentrer, t'es encore en jeu, quoi. D'accord, ok. Donc, les seules pénalités qui ne sont pas liées au contact, c'est le coupage de piste. Donc, tu peux pas éviter. Ouais. Ok, j'y vais! Donc, couper à travers piste, que tu sois une bloqueuse ou une jammeuse. Hein. Donc, bien sûr, interdit. Et t'as également, et c'est là où j'ai eu du mal à comprendre un petit peu tout l'intérêt parce qu'on est sur des distances, etc.
t'as également l'écartement, enfin la distance entre les bloqueuses d'une même équipe qui peut t'apporter des pénalités. C'est-à-dire que tu peux pas avoir des bloqueuses... Une bloqueuse à 5 mètres... En fait, t'es obligé de respecter certaines règles du blocage qui, honnêtement... j'ai pas réussi à tout comprendre. En fait, on a vraiment enfin, c'est une question de distance. Ouais. T'as des arbitres qui évaluent ça. Hein. On va revenir sur les arbitres. Il y en a une centaine. Yes. Donc voilà, les deux seules pénalités qui ne sont pas liées au contact, c'est coupage de piste et c'est distance entre les bloqueurs. Ouais. Donc les pénalités sont importantes parce que ça exclut un joueur. Pendant 30 secondes, il va s'asseoir dans la penalty box. Ah bah, comme au hockey. Comme au hockey. Et donc si tu t'es fait pénaliser... Il se fait remplacer ou si tu joues à moins pendant 30 secondes? Pas remplacer. Ok. Si tu t'es fait pénaliser à 15 secondes de la fin d'un jam, ben les 15 premières secondes du jam d'après, tu seras aussi toujours sous pénalité. D'accord. Et chose qui est importante à savoir, je m'étais posé la question, si les deux jammeuses sont pénalisées pour des contacts interdits en même temps, elles sont immédiatement libérées parce que sinon tu passes 30 secondes. C'est ça, c'est ce que je me disais. Non, mais ça aurait pu être la pivot. Non, ça aurait pu être la pivot qui devient jammeuse. Ben en fait, la pivot peut devenir jammeuse. Je pense que tu peux le faire que dans les temps morts. Tu peux pas le faire directement sur piste. Ah oui, quand tu me disais il se passe le chapeau, je croyais que c'était. C'était pas en pleine piste, genre en mode vas-y tiens, je te le passe. Dans les parties que j'ai vues, c'était pas le cas. Ok. Oui, non, mais ça serait trop chiant en plus. Oui, c'est ça. Alors, faut enlever ton truc. C'est merde, j'arrive pas à l'enlever. Non, bah oui. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que, alors, je vais essayer de l'expliquer correctement. Si t'as une jammeuse qui était déjà pénalisée, qui est restée 10 secondes, l'autre jammeuse qui devient pénalisée, elles sont pas arrivées en même 20 temps. Secondes, quoi. Donc, l'autre pour partir tout de suite. Oui. Et celle qui vient d'arriver reste la différence. La différence qui restait. D'accord, ok. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au bout de cette pénalité, carton rouge, tu ne peux plus rentrer dans la partie, on s'assoit définitivement. Ok. Comme au basket. Pour surveiller tout ça, il y a entre 3 et 7 arbitres sur patin. On a 10 personnes sur la piste 10 joueuses. Oui. On a entre 3 et 7 arbitres sur patin, plus des arbitres non officiels. Pas forcément un nombre, mais tu peux dépasser facilement les 10 arbitres. Donc, tu peux avoir autant d'arbitres que les arbitres assistants. Autant d'arbitres que de joueuses. Putain, c'est un truc de ouf. Donc, on a un arbitre en chef. On a un arbitre par jammeuse, qui sont du coup à l'extérieur de la piste, qui les suivent et qui comptent notamment les points. Oh putain, qui doivent avoir des bons cardio aussi, parce que j'imagine qui ont des bons cardio. Alors, qui comptent les points, enfin, il y a aussi des non-officiels qui peuvent compter les points, donc ils peuvent se répartir les rôles de manière différente. D'accord, chacun fait sa sauce. On a aussi des arbitres de pack, donc qui surveillent un peu les contacts les distances, les contacts, ce truc, et qui eux sont à l'intérieur de la piste. D'accord. On a des arbitres donc qui peuvent dédier au comptage de points, d'autres qui peuvent dédier au comptage de temps de pénalité, d'autres qui peuvent dédier aux pénalités sur les distances entre les bloqueuses, etc. Donc j'ai énormément d'arbitres. Tout à fait, c'est vrai. Et ça fait voilà, ça donne un caractère très sérieux et très normé du coup à ce sport-là. Donc voilà, ça fait beaucoup de règles. Je disais, c'est pas tout le temps ultra lisible pour les non-initiés, mais on va avoir l'occasion de se faire notre propre avis, puisque nous allons nous rendre proche du parquet pour assister au début de notre match. Donc c'est un des premiers matchs de cette édition de la Coupe du Monde de roller derby. On assiste à un match entre la France et les USA. Les Français sont très très largement outsiders. Hein, la cote est faible. Hein. La cote est très faible. Et donc c'est le premier jam. On voit du coup une mêlée en place. On voit la mêlée. Ah oui, alors les packs se forment. Exactement, les packs se forment. On voit les jammeuses donc avec les étoiles sur le casque à l'arrière, prêtes à partir et entourées déjà des bloqueuses adverses. Alors faut voir que c'est un sacré bordel. Hein. Tout le monde est vraiment l'un sur l'autre. Je comprends qu'il y ait autant d'arbitres pour arbitrer une manche. Très sincèrement, c'est parti. La France est en bleu. Et on voit la jammeuse américaine qui a déjà réussi à passer deux personnes. Qui commence à essayer. La jammeuse française la suit juste derrière. Ah oui, elle est sortie, elle est juste derrière, donc elle va certainement arrêter le jam assez tôt. Voilà, et elle retourne sur le pack, ça y est, attention, est-ce qu'elle va réussir à mettre un point? Elle a réussi à marquer un point. Si, ça y est, oui, c'est fait. Ça y est. Et elle arrête instantanément. Elle arrête instantanément. Alors en fait, j'imagine que c'est parce qu'elle a vu que la française était passée et pouvait potentiellement mettre des points. Elle a pris son point, elle a arrêté le jam. Chaque point compte.
Surtout qu'on va voir les totaux à la fin de points. 1 point, c'est pas énorme. D'accord. C'est vraiment pas énorme. D'accord. Mais en tout cas, ça a été la stratégie, peut-être pour se lancer aussi. Oui, c'est mentalement, voilà. Donc voilà, c'était un jam qui a vraiment pas duré très très longtemps, pour le coup. Donc on revoit la début du deuxième jam avec du coup les 2 jammers qui essaient de passer. Oula, ça joue des coudes. Et ça joue des coudes, dis donc, oui, l'américaine qui a encore passé et la française qui est toujours bloquée. La française toujours bloquée, l'américaine qui est largement passée. On va certainement revoir l'américaine qui repasse, ça y est, la jammeuse américaine qui fait son premier tour et qui repasse devant 2 points. Ah, elle est bloquée derrière. Non, mais elle va réussir à passer. La française qui est toujours bloquée par les jammeuses. Et les bloqueuses françaises qui viennent essayer de l'aider. Ouais. Oui, d'accord, oui, c'est vrai. Oui, parce qu'il y avait vraiment la jammeuse qui était toute seule contre les 3 bloqueuses américaines. Exactement. Et elle était bloquée. Donc là, les Américains ont déjà 6 points. Il faut voir que ils ont passé le premier lead jam et 1 point supplémentaire encore. Et elle arrête le jam dans la foulée. Elle en a passé au moins 3. Elle a fait 2 tours, elle a bloqué les. Ah ben elle a repassé les 4 et. Oh putain. Où j'ai l'impression qu'on va vers une piquette Jack. Sur un difficile 10-0 pour le démarrage, un premier jam à 1-0, un deuxième jam à 9-0. Voilà, tout à fait. Donc là vraiment c'est 10-0 au bout de 2 minutes de jeu et 2 jams. Le premier a fait 10 secondes et le deuxième a fait même pas 1 minute, peut-être 45 secondes. Donc effectivement, ça va très très vite et c'est vrai que c'est un sport qui alors on nous a beaucoup dit que les commentaires étaient difficilement lisibles, ça l'est aussi quand on voit l'image. C'est ça. Même non, c'est très difficilement quoi commenter. L'américaine qui est encore passée à nouveau, mais alors c'est marrant, la française toujours bloquée par les jammeuses. L'efficacité des jammeuses. Ah ouais. Et alors vraiment, il y a un truc qu'on peut se dire, c'est qu'effectivement quand tu dis ça joue des coudes, c'est vraiment pas du tout une expression. C'est-à-dire que ça met les coudes en avant, ça vient bouger. L'américaine qui donc. On se croirait au Black Friday, vraiment littéralement. C'est pour ça peut-être qu'elles sont si fortes les américaines. On avait dit pas de blague sur le. Non, c'est plutôt sur la partie américaine que sur la partie parce que c'est plus ça. Non. Du coup, c'est moi qui interprète. Oui, c'est ça. Les Américaines qui, de toute façon, ont déjà 15 points au bout de 3 minutes de jeu à 0 pour la France. Le jam est de nouveau arrêté. C'est ça. Ça va vite et on voit encore une fois. C'est ça, parce qu'en fait, à chaque fois qu'elle fait un tour, vu qu'elle passe 4 bloqueuses, ça fait 4 points. Un tour, c'est 4 points en fait. Tu as réussi à passer plus rapidement. Elle a réussi à marquer. Je suis même assez curieux. J'imagine même qu'elle arrête. Enfin, il y a vraiment, pour le coup, je vois difficilement comment les Américains vont pouvoir perdre ce match. Mais en fait, il y a aussi une notion de gestion de l'effort. Parce que les Américaines sont tellement devant qu'elles pourraient facilement prendre 20-30 points par jam. Ça serait même pas déconné, quoi. Ouais, puis à un moment tu dis que la jammeuse française va finir par sortir du truc. Oui, aussi, oui, bien sûr. Bah là d'ailleurs, elle est sortie la française, il me semble. Effectivement, elle est sortie. L'américaine qui fait un deuxième tour, donc elle passe le cap et elle arrête. Et qui s'est arrêtée. C'est terrible. Ça joue carrément des épaules. Faut voir les bloqueuses françaises qui viennent mettre vraiment un coup d'épaule aux américaines, quoi. Et puis alors, pour le coup aussi, pareil en termes de physique, c'est un sport qui demande aussi à être vachement charpenté parce que c'est ultra. Elles sont très carrées. Tu prends de la place sur la piste, c'est charpenté, du coup ça t'aide forcément. Alors que les jammeuses sont plutôt fines d'ailleurs, c'est plutôt fait pour aller plus vite, pour se faufiler effectivement, alors que avec de la vitesse. À chaque fois, elle passe avec une facilité. C'est ça, faut se dire qu'il faut la retenir sans l'aide de ses bras, en fait. Ouais, c'est ça. Donc le 5e jam a démarré depuis 5 secondes. La jammeuse française est passée aussi assez rapidement. On voit les bloqueuses qui se reforment un petit peu. Ah oui, qui forment un pack un peu plus loin, en fait, justement, pour essayer de sortir des bloqueuses françaises, des bloqueuses américaines. Qui arrivent un petit peu à arrêter. Et on marque nos premiers points. On marque nos premiers points aussi. Donc ça va peut-être nous remettre dedans. Alors, bon, ils en ont mis 22 déjà et nous 0, mais j'espère que ça va être ce 5e jam qui continue d'ailleurs, 4 effectivement, le 5e jam continue. Effectivement, la française a réussi enfin. Elle y retourne. La française réussit. On a eu une pénalité côté. C'est pour ça, c'est la France qui a le temps et j'ai l'impression qu'elle veut le garder le temps le plus longtemps possible. Absolument, oui, parce que je pense qu'elle a dû faire une petite sortie de route. Elle a réussi à passer. C'est la jammeuse qui a été sortie. D'accord, donc là on est à 1 minute et il vient de marquer 9 points. Il va falloir marquer un maximum de points. Mais ça va extrêmement vite. 14-22. On est revenu. Mais par contre, la jammeuse américaine est de retour, donc je pense que le jam va pas tarder à s'arrêter. Le lead jam est chez les Français. Oui, tout à fait.
On va voir si elle réussit à passer. Elle est un peu bloquée là, la française. La française n'arrive plus à passer, effectivement. Énorme pas. Mais l'américaine non plus. Il y a un énorme pas. Pour l'instant, effectivement, les françaises ont réussi à bien se remettre. Le jab est complètement arrêté. Enfin, les joueuses sont complètement arrêtées. L'américaine est passée. Allez, arrête-moi ce jab. Arrête-moi ce jab. Attends, peut-être qu'elle veut s'arrêter la française. Elle va l'arrêter en voyant l'américaine arriver, elle va peut-être arrêter le jab. Elle arrête, non. Non, essaie de passer. Ah bah alors je ne sais pas ce qui se passe. Si ça y est, c'est arrêté. Non, toujours pas. Ah non, mais elle était dehors et du coup elle rentre. Peut-être qu'elle a eu une pénalité en fait et c'est maintenant l'américaine qui a la main. Peut-être. Non, je pense qu'elle était juste sortie et qu'elle essaie de. Alors l'américaine qui a littéralement rien à foutre des joueuses françaises, c'est une catastrophe. Ah non, je pense qu'en fait personne n'a le lead jam. C'est peut-être un point de règle qui n'était pas forcément clair. Le lead jam a été perdu, mais pas forcément récupéré. À cause de la pénalité, mais récupéré par personne. Il fallait aller au bout des 2 minutes. Tu vas au bout des 2 minutes du jam. D'accord. Et on est maintenant à 20-36. Bon, très joli match. On était revenu un petit peu dans ce match-là, on y a cru un petit peu, mais la France finira quand même par perdre ce match 166 à 40. Ah ouais. Ouais. Oui, la piquette. Non, d'accord. Ça fait mal. C'est la piquette, ça fait mal, mais les États-Unis sont au-dessus. Ils iront même au bout de cette 3e édition avec une 3e victoire consécutive en World Cup Roller Derby. Clairement. Donc autant d'éditions. Hein. Les Françaises ne remporteront d'ailleurs pas non plus leur 2e match face au Canada. Défaite 254 à 155. Mais on repart quand même pas brocouille, comme on dit dans le bouchonnois, puisqu'on remportera notre Consolation Game contre les Suédoises 130 à 104. Avec un match un petit peu plus serré, ce qui n'est pas plus mal. Des motifs d'espoir. Alors, qu'est-ce que l'avenir nous réserve ? Pour la Coupe du Monde de rugby, on n'a pas eu encore de nouvelles éditions qui ont été prévues. De Roller Derby. De Roller Derby, pardon. Puisque les éditions de 2020-2021 chez les hommes et femmes ont été annulées à cause de la Covid. Et il n'y a pas eu encore de nouvelles éditions prévues. En tout cas, j'ai pas trouvé de date. Ah d'accord, c'est pas encore programmé pour donc ce le sera peut-être dans un futur proche, on l'espère. En termes de projection, pourquoi pas on disait que ça avait été c'était devenu un sport légitime pour le CIO. Pourquoi pas en 2028 à Los Angeles ou en 2032 à Brisbane. Que ce soit intégré, hein, je pense que c'est un sport qui est quand même ultra télévisuel. Alors, dur à lire. Beaucoup plus que radiophonique, en tout cas. Je pense. Quand on a les images en face des yeux, on réussit un petit peu plus à comprendre. Et encore, mais c'est sincèrement pas évident. En fait, c'est juste qu'on voit surtout, un amas de joueurs, et tu vois, à un moment, la jammeuse sortir. L'étoile qui sort, mais ce qui se passe au milieu, c'est et d'ailleurs, alors, ce qui est marrant, ce que je n'avais pas anticipé, c'est pas de l'amateurisme. L'amateurisme, c'est un grand mot, mais l'infrastructure qui finalement, moi je m'attendais à une infrastructure beaucoup plus carrée avec des couleurs différentes, etc. Là vraiment, faut voir que c'est des petits plots au sol, des petites démarcations au sol, mais comme le gymnase de quartier. C'est un énorme gymnase plat avec des lignes tracées qui tracent la piste, quoi. Et du coup, ça fait presque amateur, alors qu'on sent que c'est un sport. Enfin, déjà il y a du monde dans le public. C'est championnat du monde, là. Franchement, stylé. Et en plus, tu vois que c'est un sport qui est vachement normé avec des règles, mais effectivement, c'est ce que tu disais, les infrastructures dédié à ça, tu vois que ça n'existe pas. Parce que là, typiquement, t'as l'impression que c'est un gymnase qu'ils ont retravaillé pour l'occasion, quoi. On n'a pas forcément parlé, mais on a des ligues américaines professionnelles de roller derby. Ah oui, bien sûr, ça m'étonne pas. Ouais. Mais aux États-Unis, c'est le cas. On a deux ligues parallèles professionnelles. Mais ça m'étonne pas du tout. Et alors, je vais juste terminer avec une petite digression. Puisque j'ai vu qu'il y avait des rollers électriques qui avaient été inventés récemment par une start-up française qui s'appelle Atmosgear. Alors Atmosgear, je sais pas si c'est le brevet qu'ils ont déposé, la technologie ou le nom de la start-up. Mais c'était le petit instant cocorico et ça peut donner un autre élan au roller derby avec l'assistance électrique sur les rollers. Là, c'est clairement des tours en moins de 2 secondes. Des gros chasses, c'est-à-dire que là t'arrives à toute blinde sur le tas de bloqueuses. Je suis pas sûr que ce soit une super idée. Mais pourquoi pas ce sport, donner un petit peu plus de rythme. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Merci à tous de nous avoir suivis. Super Sport 3000 est un podcast de la galaxie Coop et Canap. Rendez-vous sur www.coopetcanap.com pour retrouver tous nos podcasts ainsi que le lien vers le Discord et sur nos réseaux sociaux @Supersport 3000. Sur
Twitter. Que Twitter. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez surtout pas à nous laisser un 5 étoiles et un gentil petit commentaire sur la plateforme de votre choix. Nous le lirons avec, évidemment, énormément de délectation. Et si vous pratiquez un sport méconnu et que vous voulez nous en parler, notre porte est évidemment grande ouverte. On a un backlog long comme le bras, mais on adorerait, et on a déjà tenté de le faire par le passé avec le slam ball ou avec d'autres sports comme ça, pouvoir avoir des gens qui viennent parler de leur sport dans cette émission. Et peut-être aussi nous corriger de temps en temps, parce que on n'est pas des spécialistes, c'est juste qu'on aime beaucoup les sports un petit peu méconnus et qu'on veut les faire découvrir. Complètement. On avait eu un mail d'ailleurs au Kinball qui nous avait donné plein de petites corrections. De petites corrections, voilà, c'est ça. Le point de règle, et on les prend avec plaisir, enrichissant. Du coup, tu apprends encore après le podcast des choses, et ça donne encore plus envie de le regarder. Donc n'hésitez pas, surtout pas, à venir nous en parler, un petit commentaire, un petit message sur le Twitter. Taguez-nous sur tout ce que vous trouvez. On se régalera à pouvoir lire tout ça. Merci Nico. Merci Seb. Merci Willy. Merci Seb, merci les gars. Et on se donne du coup rendez-vous pour un prochain numéro où vous découvrirez peut-être votre nouveau sport favori. Allez, salut. À plus, ciao. Bye bye.